Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, vous êtes à l'écoute du podcast Balado Perturbation, anciennement appelé Disrupted, le balado sur les perturbateurs endocriniens et leurs effets. Je m'appelle Madeleine et je suis accompagnée aujourd'hui de Marie-Caroline, Coralie Zabado et notre animatrice du jour, Ella. Aujourd'hui, nous allons discuter des PFAS, des polluants éternels qui dérèglent nos hormones. Merci à tous ceux qui se joignent à nous en direct sur la plateforme Twitch. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, à nous poser des questions en direct pendant l'épisode. On va essayer d'y répondre à nos meilleures capacités. Sans plus tarder, Ella, je te cède la parole pour nous parler des PFAS aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présent aujourd'hui pour cet épisode consacré à un enjeu majeur de santé publique qui est les PFAS ou les polluants éternels et leur rôle en tant que perturbateur endocrinien. Donc pendant cette heure, on va explorer ensemble qui sont ces substances, pourquoi elles posent des problèmes et comment elles agissent sur notre organisme et ce que nous pouvons faire collectivement et individuellement pour limiter notre exposition. Donc, commençons par une définition. Jusqu'à maintenant, on n'a pas une définition très concrète. Et il y en a beaucoup. Donc, j'ai fait comme euh, un résumé des définitions. Et voilà la définition. Les PFAS, les substances péripolyfluoroalkyliques, forment une famille de plusieurs milliers de composés chimiques synthétiques, utilisés depuis les années 40. Leurs caractéristiques principales sont une stabilité chimique et thermique, bien évidemment, qui est très exceptionnelle. Cela signifie qu'ils ne se dégradent pas pratiquement dans l'environnement, d'où vient le surnom des polluants éternels. On retrouve les PFAS dans des multitudes de produits qu'on utilise quotidiennement. Par exemple, dans les revêtements antiadhésifs de notre casserole, les poêles qu'on utilise souvent, les emballages alimentaires, les textiles imperméables et les vêtements de sport. Sans oublier aussi qu'on peut trouver ceci dans les mousses anti-incendie, les produits cosmétiques qu'on utilise chaque jour et les soins de beauté et aussi les procédés industriels variés. Donc, les PFAS sont omniprésents dans notre environnement. C'est ce qui explique pourquoi on détecte aujourd'hui des PFAS partout, dans l'eau, dans l'air, dans le sol et même dans les aliments et bien évidemment dans 98% du sang des Canadiens. Donc, aujourd'hui, on va discuter pourquoi les PFAS dérèglent nos hormones. Donc, bien évidemment, il faut bien expliquer c'est quoi un perturbateur endocrinien. Donc, les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances qui sont capables d'interférer notre système hormonal. Notre système est composé de glandes, euh, d'hor- des glandes et d'hormones qui régulent des fonctions vitales, la croissance, le développement, la reproduction, le métabolisme et même l'humeur. Les perturbateurs peuvent agir à des faibles doses. Et ici, on parle des PFAS qui sont, donc on peut les retrouver dans plusieurs produits qu'on utilise chaque jour, mais même euh, ils sont très capables d'agir sur notre système hormonal et peuvent agir comme des perturbateurs endocriniens, même à faible dose. Donc, les PFAS sont partout euh, et ils font partie de cette grande famille. Et à côté des phtalates, des parabènes et tout, donc euh, la question qui se pose, je pense à tout le monde maintenant, est comment nous sommes exposés à ces PFAS. Donc, l'exposition aux PFAS est quasi universelle aujourd'hui. Que ce soit par contact cutané, les vêtements, les cosmétiques, les emballages, par inhalation, que ce soit la poussière ou l'air, ou par ingestion via l'eau potable
les aliments comme les poissons, les fruits de mer, les produits transférés et même les poussières domestiques. Et du coup, ça va, ceci va agir sur notre santé humaine, ce qui pose un problème très majeur. Donc, il y avait des études scientifiques qui ont montré que les PFAS, notamment, l'un des les plus fameux PFAS qui sont le PFOA et le PFOS, présentent une toxicité très importante et occupent le haut de panier des perturbateurs endocriniens. Par exemple, on peut voir que, euh, par exemple, comment on peut dire, la flague qui est très alarmante, qu'on peut détecter, c'est une augmentation du taux de cholestérol, la diminution de la réponse immunitaire, notamment après les vaccins, la baisse du poids de naissance, des troubles de développement, une puberté qui est assez tôt, des effets sur les foies et les reins, aussi la baisse de la fertilité, des troubles de reproduction, etc. Donc, les PFAS, leurs effets sur la santé sont, euh, on peut dire qu'ils sont euh, à l'infini. Et ils agissent sur notre système immunitaire et hormonal par plusieurs techniques. Donc, ils peuvent perturber le système endocrinien par plusieurs mécanismes. Par modulation de l'expression des protéines responsables de transport de cholestérol et de la stridogénèse ovarienne, c'est-à-dire la production de l'hormone sexuelle. Perturbation du développement de follicules ovariennes, aussi l'activation des récepteurs euh, PPAR, une famille de récepteurs nucléaires qui jouent un rôle clé dans la toxicité reproductive induite par les PFAS. Aussi, là, l'interférence avec la synthèse des hormones thyroïdes, essentiellement au développement cérébral et à la croissance. Ceci étant dit que c'est vrai que les PFAS ont des effets néfastes sur la santé humaine, mais aussi sur, euh, sur l'animal. Donc, on peut observer une réduction du nombre de follicules ovariennes chez les animaux, des retards de puberté, et une baisse de fertilité, des troubles de développement sexuel. Donc, comme une petite conclusion, chez l'humain, l'exposition au PFAS est associée à une baisse de fertilité, des troubles de développement génital et une puberté qui est précoce chez les filles. Donc, comme il y a beaucoup de témoignages et des exemples concrets que euh, durant, euh, durant ma thèse, j'ai lu, il y a des enquêtes journalistes qui ont révélé la présence des PFAS dans les vêtements, notamment la textile technique de sport, les vêtements de ski, et, mais aussi dans l'eau potable de certaines régions. Et là, Plusieurs marques, oui. je voulais juste te demander, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on ajoute des PFAS dans des vêtements? C'est quoi le rôle de cette molécule-là quand on l'ajoute dans ces produits-là? Parce que c'est un peu drôle qu'il y en ait dans des vêtements de sport, mais aussi dans des poêles pour cuisiner, non? Ouais. C'est une bonne question. Les PFAS, comme j'ai mentionné dans la définition, ils sont stables thermiquement. Donc, on peut les retrouver dans les vêtements de ski et les vêtements du sport, puisqu'ils gardent la chaleur de un, de 2 et sont imperméables. De telle sorte, on peut euh, c'est un atout, mais en même temps, c'est un danger.
Euh, donc, est-ce que je continue pour... Ok, d'accord. Donc, euh, parmi les exemples que j'ai lus, euh, il y a des enquêtes journalistiques ont révélé la présence d'épiphases dans les vêtements. Donc, plusieurs marques ont d'ailleurs choisi de bannir l'épiphases et leurs produits. Bien évidemment, le Canada euh, a interdit la production d'épiphases au Canada, mais, mais ils n'ont pas interdit l'importation des produits qui contiennent l'épiphases. Donc, il y avait des témoignages de familles touchées par des problèmes de fertilité ou des cancers, même si le lien de causalité directe est parfois difficile à établir. Le débat scientifique reste vif, mais le principe de précaution s'impose de plus en plus. Donc, je pense que tout le monde ici pose la question, mais pourquoi les PFAS sont très occupants à ce point? Mais leur persistance dans l'environnement et dans l'organisme humain, ils s'accumulent et restent détectables dans le sang pendant des années. Dernièrement, il y a un laboratoire canadien qui a commencé à faire des prises sanguines pour détecter l'épiphaste dans le sang des gens qui viennent pour savoir s'ils sont affectés par cette molécule-là. De plus, euh, comme j'ai dit, que l'épiphaste sont des milliers de produits. On a deux types. On a les biphases qui sont polymères et les biphases qui ne sont pas polymères, non polymères, qui on peut trouver des milliers, mais les milliers qu'on a jusqu'à maintenant qu'on a pu les détecter. Il y a des biphases qu'on n'a pas encore détectées. Et du coup, euh, parfois, si tu vas aller faire une prise de sang, ils vont te dire non, il n'y a pas de biphase, non, non, non. Ça peut être des PFAS, pensant peut avoir des PFAS alors que ce PFAS-là n'est pas encore découvert. Par exemple, les PFAS sont très occupants aussi parce qu'ils ont un effet cocktail. Chaque jour, nous sommes exposés à des multiples de PFAS et d'autres perturbateurs endocriniens, ce qui complique l'évaluation des risques. Et l'effet à long terme, c'est les conséquences d'une exposition aujourd'hui qui peuvent se manifester chez les enfants et les petits-enfants. On prend l'exemple de la nourriture. Par exemple, pendant le week-end, on sort pour manger, pour prendre des burgers, des frites et tout. Et parfois, euh, ils nous donnent les frites dans des paquets qui ne laissent pas l'huile passer. Et ceci contient les PFAS. Parce que l'un des caractéristiques des PFAS qui sont hydrophobes et hydrophiles en même temps. Et du coup, euh, je vous assure que chaque jour, même les filles, quand le matin, avant de sortir, il y a du soleil, il fait beau, ah, on doit mettre de la crème solaire. Non, non, il faut bien lire les ingrédients parce que il y a il y a des écrans solaires, du maquillage qui est euh, j'ai oublié le nom, mais euh, oui, c'est waterproof. Et du coup, ça contient des PFAS. Wow. Donc, on est exposé chaque jour aux PFAS, malheureusement. Euh, Même l'eau potable, il y a des études qui ont montré que les PFAS dans l'eau de robinet au Canada, ils ont trouvé des cinquantaines de PFAS avec une concentration de allant jusqu'à 7000 nanogrammes par litre, ce qui est ce qui est pas assez énorme, mais ça, comme on a dit,
que les PFAS peuvent agir même à des faibles concentrations. Du coup, maintenant, on peut poser la question aussi que pourquoi le Canada ne fait pas des réglementations ici pour limiter les PFAS. Donc, les autorités publiques, euh, ils ont commencé à agir par, comme j'ai mentionné, la restriction, interdiction progressive des PFAS, bien évidemment les PFOS et les PFOA au niveau euh, européen et international. Aussi, la surveillance accrue de la présence de l'eau des PFAS dans l'eau, dans les aliments et les produits de consommation. Et ils ont lancé des projets. L'un des projets euh, dont je suis, euh, dont ma thèse est en train d'explorer, c'est euh, on vise d'interdire les PFAS dans certains usages, par exemple les emballages alimentaires et les textiles. Mais comme je vous ai dit, la tâche est très immense car il existe des milliers de PFAS différents dont beaucoup sont peu étudiés. Et euh, on peut dire, par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire pour limiter notre exposition à ces PFAS? Par exemple, pour moi, lorsque j'ai commencé à manipuler les PFAS dans les eaux, j'ai remarqué euh, des différences au niveau de mon immunité et aussi lors mon cycle hormonal. Du coup, je me suis dit, non, 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 tu dois prendre vraiment, euh, euh, tu dois être euh, très précoce dans tes manipulations parce que à fur et à mesure, il y a l'Agence internationale de protection américaine a montré que on peut, même si tu traites les PFAS dans ton petit réacteur et tu portes le masque et tout, ça peut rester dans l'air. Et du coup, euh, j'ai commencé à prendre des, des gestes qui sont assez restreints pour manipuler mes PFAS. Aussi, j'ai commencé à euh, euh, avertir tout le monde près de moi, que ce soit la famille ou bien mes collègues au niveau de l'université, de privilégier les produits sans PFAS, par exemple les vêtements, les ustensiles de cuisine, les cosmétiques. Je pense que tout le monde veut avoir des crêpes qui ne collent pas, des pancakes qui ne collent pas, mais non, 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 non. Ce sont tous le téflon, c'est un des PFAS qu'on peut trouver dans notre vie quotidienne. Aussi, il faut limiter la consommation des produits transformés et emballés. Euh, Peut-être je suis la seule à faire ça, mais je prends mes trucs, des assiettes en verre lorsque je m'en vais à un restaurant pour prendre un truc, pour que ça soit pas en emballage qui contient les PFAS. Et aussi, il faut s'informer sur la qualité de l'eau potable. Et il faut soutenir les initiatives citoyennes et associatives pour une meilleure réglementation. Et aussi, je vous invite à ne pas boire l'eau du robinet. Il faut vraiment utiliser que ce soit euh, les appareils qui contiennent du charbon actif ou osmose inverse pour bien boire l'eau. Mais ceci n'est par exemple, pour l'humain, c'est bien, mais les astuces par exemple, le charbon actif
ou l'osmose inverse, il je m'excuse, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Donc les produits, qui sont, comme le charbon actif et l'osmose inverse, ils font que séparer. Ils sont pas, par exemple, en train de bombarder une molécule de PFAS. Du coup, lorsqu'on va changer le filtre de notre, de notre charbon actif ou par exemple, le charbon actif, on va le jeter dans la poubelle et cela va être jeté quelque part et ça va faire la réintroduction des PFAS dans l'environnement et du coup, c'est un cycle qui est infini. On peut pas le on peut pas le gérer. Donc pour, ma thèse, personnellement, moi, je suis en train de, dégrader. J'ai essayé de dégrader, ces PFAS dans l'eau, bien évidemment, et cela a fonctionné et j'ai pu, dégrader cette molécule-là. Mais c'est vrai que j'ai réussi, mais j'ai produit d'autres sous-produits que je connais pas. Et du coup, c'est vraiment, un truc qui est, je peux vous dire que c'est vraiment waouh! Mais il faut bien le gérer. Savez-vous que, les PFAS étaient, découverts lors, d'une manipulation, heu, au sein d'une compagnie qui s'appelle, DuPont en 1930, Hmm. qui a accidentellement, créé le téflon et du coup, maintenant on a les casseroles et les poêles anti-adhésifs. Donc je conseille tout le monde de prendre des casseroles qui sont en acier inoxydable et de ne pas acheter les trucs qui sont, avec des revêtements anti-adhésifs. Priorisez pour vous, des produits de soins, personnels et des cosmétiques qui sont sans PFAS, surtout les femmes enceintes, parce que vous êtes en train de propager cette molécule-là à votre enfant et du coup, cet enfant-là va avoir des problèmes de développement et aussi de la puberté qui est assez précoce, surtout pour les filles. Et aussi, je conseille tout le monde que on doit agir d'une façon massive pour aider tout ce qui est par exemple, il faut, sensibiliser plutôt. Sensibiliser les gens, qui vendent tout ce qui est, hem, des trucs à manger, de vraiment ne pas, avoir des emballages qui contiennent des PFAS. Parce que même le paquet de pizza contient des PFAS. Hmm. Donc, on est en train de c'est comme un cercle qui se répète, même si tu vas faire, tu vas dire: «Non, je vais pas, manger, dans un truc, qui contient les PFAS» ou «Je vais pas utiliser un truc qui contient les PFAS», heu il y a par exemple, les rabais qui t'attirent. Moi, personnellement, il y a des rabais qui m'attirent. Ah, une casserole, qui a un revêtement anti-adhésif, elle est moins chère que celle en acier inoxydable. Donc on doit être, plus conscient, pour bien sensibiliser, tout le monde et réduire la consommation surtout. J'ai une Si je peux question pour toi. intervenir? Ah, vas-y, vas-y, Coralie.
Tu disais tout à l'heure que justement, dans tes expériences, tu t'es rendu compte que, ben, même en lisant la littérature, que ça pouvait se retrouver dans l'atmosphère et que du coup, ben, tu le respirais. J'imagine qu'on retrouve ça dans les villes, que quand on est particulièrement en ville, je dirais, parce qu'à la campagne, c'est peut-être moins évident, mais dans les grosses villes, est-ce qu'on ne serait pas en train de le respirer tous les jours? Parce qu'on a tout le temps des déchets, on a tous ces produits qu'on utilise au quotidien qui pourraient potentiellement relarguer ça dans l'atmosphère. Qu'est-ce que tu conseillerais en fait? Parce que tu dis qu'il faut se renseigner puis essayer d'éviter au maximum, mais tu sais, finalement, c'est tout le temps autour. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, malheureusement, c'est comme je vous ai dit, si on lorsqu'on on essaie de bien entourer heu, les PFAS, on les trouve d'une autre part, ce qui est très malheureux. Je vous ai dit, c'est très malheureux, malheureusement, mais je pense qu'avec l'évolution scientifique, dans le futur, on peut les les, hem, les régler ou les réduire que ce soit dans l'air ou dans le sol ou chez l'être humain. Moi, j'ai une question par rapport aux législations. Tout à l'heure, tu as mentionné que c'est interdit de production, mais pas d'importation. C'est le cas de plusieurs molécules qui sont justement des perturbateurs endocriniens. Je me demandais, est-ce qu'il y a une législation au niveau des étiquettes, par exemple? Est-ce que ça doit absolument être identifié sur justement les poils qui en contiennent, les vêtements qui en contiennent? Est-ce que les gens pourraient identifier les objets avant de les acheter grâce à une étiquette qui est légiférée au niveau de ce que ça contient? Tu sais, par exemple, quand un produit contient des sources d'allergènes, ça va souvent être écrit, là, je ne sais pas si c'est une loi, mais est-ce qu'il y a une loi qui oblige les commerçants à mettre les PFAS dans la liste de matériel ou d'ingrédients pour les emballages alimentaires ou pour les autres produits? Une bonne question. Bah, du coup, je pense qu'il y en a pas. Il n'y a pas de réglementation qui interdise aux commerçants d'utiliser des produits contiennent des PFAS parce qu'on trouve des marques qui sont assez renommées qui utilisent les PFAS dans par exemple, les vêtements ou euh, même les produits cosmétiques. Et du coup, ça, ça donne envie que Désolée pour le souci technique qu'on vient d'avoir, un petit problème avec la technologie, mais on est de retour et on continue donc avec des questions sur les PFAS pour Ella de la part des membres du podcast Perturbation. Oui, donc, si ça vous dérange pas, je vais y aller en premier. Ben, justement, avant qu'on ait notre petit souci technique, on parlait de comment identifier les PFAS sur les produits, etc. Et je voulais savoir, souvent, dans le monde des perturbateurs endocriniens ou je sais pas, dans le monde, scientifique, souvent, finalement, les scientifiques, après des années d'études, on va être en mesure de prouver justement qu'une molécule a des effets néfastes sur la santé des humains. Et puis, probablement que les gouvernements vont finir par bannir l'utilisation de cette molécule-là. Mais souvent, les compagnies vont sortir des molécules qui sont des molécules de remplacement, qui sont essentiellement la même chose, mais qui portent un nom différent. Puis je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose qu'on observe aussi avec les PFAS? Est-ce que c'est un phénomène qui est observé aussi? Sans vouloir être plus rabat-joie sur la situation. oui, on peut observer ceci avec les PFAS puisque, comme je vous ai dit, que les PFAS, ce sont des milliers de composés. Du coup, les plus fameux sont PFOC, PFOA, PFNA. Il y a une vingtaine
qui sont connus et les autres, ils sont pas connus. Et du coup, euh, on peut pas les savoir. Donc, c'est comme un truc malin que les commerçants sont en train de faire, de telle sorte qu'on ne sait pas. Par exemple, je vous donne un exemple. Dans un laboratoire, il y a des solutions étalons, que ce soit pour PFOS, PFOA, etc. Mais parfois, on n'a pas ce produit-là. Et du coup, on ne va pas le détecter. Donc, on va dire, ah, c'est clear, il n'y a rien. Et c'est pas vrai. Donc, c'est un problème majeur avec les PFAS qu'on peut pas vraiment le gérer. Comme, comme je vous ai dit lors de ma thèse, j'étais en train de d'étudier deux PFAS ensemble dans une solution synthétique que c'est moi que j'ai acheté le PFOA, le PFOS et je les ai mis dans l'eau. Après, je me suis dit, ok, je vais les dégrader. Et je vois, ah oui, j'ai 90% dégradation de PFOA, 80% de PFOS, mais j'ai sous-produits. Ils sont les sous-produits qu'on connaît et qu'on connaît pas. Donc j'avais une vingtaine de sous-produits qu'on qu'on connaît. Et peut-être il y a d'autres qu'on connaît pas. Et du coup, ça reste un défi pour tout le monde. Euh, et aussi, j'ai mentionné tout à l'heure, lorsqu'on était off, comment on peut savoir si notre produit contient des PFAS. Par exemple, pour le produit de soins ou les produits cosmétiques. Donc, pour moi, sincèrement, j'utilise l'application Yuka et j'espère un jour que je vais développer une application qui, bien évidemment, est consacrée seulement pour les PFAS, pour que pour que tout le monde puisse l'utiliser pour savoir si ce produit contient un des produits de PFAS ou pas. Si je peux revenir sur ta question, Marie-Caroline, c'est vrai que tu dis qu'en fait, en effet, puisqu'on les connaît pas, on les cherche pas, puis c'est souvent le cas, en fait, on légifère sur des composés qui sont connus, qui ont été prouvés comme étant nocifs, et c'est ça qu'on va chercher. Si par exemple, je vais faire une prise de sang demain et que je demande à faire tester pour me faire tester pour les PFAS, on va forcément chercher que ceux qui ont été euh, légiférés, sur lesquels on connaît et tout ça. Mais est-ce que, puisqu'on sait qu'il y a tout un tas d'autres composés qui ne sont pas cherchés, j'imagine qu'il y a des analyses, des techniques maintenant qui permettent de pouvoir voir tous ces composés, même si on ne sait pas les identifier, mais Le d'avoir un moyen de spectre, pouvoir les trouver. Oui. ouais, ouais. Oui, pour le moment, il y a beaucoup de... Exemple, j'ai des collègues maintenant qui sont en train de, d'étudier la toxicologie des PFAS dans l'eau potable. Par exemple, près des bases militaires, euh, puisque dans les bases militaires, ils utilisent les mousses anti-incendie. Et du coup, les mousses anti-incendie, c'est la source principale des PFAS. Donc, euh, je pense que puisque l'Agence de protection environnementale aux États-Unis est en train de faire son mieux de, euh, de, de trouver d'autres PFAS, essayer de élargir le spectre de détection des PFAS. Euh,
et je pense que ça va nous aider. Par exemple, ici au Canada, si on parle aussi des réglementations. Ici au Canada, ils ont mis des réglementations pour le PFOA et les PFOS et Genix, qui est l'un des PFAS. Donc, cette réglementation, c'est dans l'eau potable. Mais on n'a pas concrètement des réglementations qui sont concrètes pour le rejet des eaux qui contiennent les PFAS dans l'environnement. C'est-à-dire pour les industriels qui sont en train de d'utiliser des trucs qui contiennent des PFAS. Et du coup, par exemple, par exemple, on voit chaque été qu'il y a des incendies dans les forêts. Comment ils vont limiter les feux? C'est avec les mousses anti-incendie. Et du coup, c'est on peut pas utiliser autre moyen. Donc on est vraiment conscient que on utilise des PFAS, mais pour des raisons qui sont aussi nobles. Par exemple, pour limiter les feux de forêt, Mhm. mais en même temps, on est en train de donner à l'environnement, voici des molécules de PFAS qui vont durer des milliers d'années, puisque cette molécule-là ne se dégrade pas naturellement dans l'environnement. J'aurais une autre question, si on a encore le temps. Euh, ben justement, je trouve ça intéressant parce que on a beaucoup parlé des PFAS puis des incendies. Est-ce que c'est possible qu'il y aurait des populations qui seraient peut-être plus à risque d'exposition aux PFAS? Ben, je pense aux pompiers, pompières. Je sais pas si elles utilisent des produits bien, qui contiennent des PFAS dans le cadre de leur profession. Est-ce que ça se peut qu'ils seraient peut-être plus à risque que d'autres? Oui, il y a des populations qui étaient attaquées par les PFAS, qui sont les populations qui habitent près des aéroports, près des bases militaires et près des industries d'aéronautique. Et du coup, on a des rivières qui sont quasiment fermées puisqu'ils contiennent, ils ont trouvé euh, les poissons dans cette rivière-là et aussi ils ont interdit la natation dans cette rivière-là puisque ils ont trouvé des concentrations assez importantes. Et du coup, cela était relié à je me rappelle pas, mais je pense que c'était une base militaire c'est pas près d'eux, mais elle est un peu loin. Mais imaginez que cette base-là, qui est, on ne sait pas, par exemple, je dis n'importe quoi, à 15 kilomètres, elle a pu polluer, je m'excuse, polluer cette zone-là. Et même, il y avait des gens qui ont des puits autour d'eux. Et les municipalités, ils ont détecté des PFAS dans leur réseau d'eau à cause de l'utilisation historique des mousses anti-incendie près d'eux. Puisque on peut dire que le Canada, c'est plus que 80%, ce sont des forêts. Et du coup, chaque, euh, chaque été, on est attaqué par des incendies qu'on ne peut pas les gérer.
aussi, j'ai une petite dernière question peut-être, sauf s'il y a d'autres qui en ont, là, on approche un peu de la fin de l'épisode. Je veux revenir sur l'eau potable. Tu as parlé qu'il faut faire attention à l'eau des robinets qui peut parfois contenir des PFAS. Ben, en fait, tu sembles dire qu'il n'y a pas de question à se poser, là. Il y a des PFAS dans notre eau potable, malheureusement, et qu'on peut s'en protéger en utilisant des filtres. Donc, c'est intéressant. Ça se fait déjà là, pour se protéger du plomb ou d'autres de produits qu'on retrouve dans l'eau. Mais est-ce que quand même, ça reste mieux d'utiliser l'eau du robinet que de l'eau embouteillée? Est-ce qu'on pourrait retrouver des PFAS dans les plastiques, des eaux embouteillées qui vont être transportées en camion à grosse chaleur? Je veux dire, est-ce que, c'est quoi la meilleure option quand même entre l'eau de notre robinet et l'eau des bouteilles en plastique, là? Juste pour être sûr qu'on cautionne pas l'eau embouteillée, là. Je trouve que ta question est un défi, bien évidemment, puisque on on veut limiter les PFAS et en même temps, on met dans des contenants en plastique. Ce qui est, comme tu as dit, à force de la chaleur, dans des camions et tout, des microplastiques peuvent s'incorporer dans l'eau. Donc, moi, ce que je conseille les gens, c'est d'utiliser. y- on peut les trouver dans des magasins quotidiens de chaque jour, des, des, des conteneurs des conteneurs qui contiennent des filtres de charbon actif et utiliser et filtrer votre eau. C'est vraiment plus sécuritaire, malgré que c'est vrai qu'en eau en bouteille, on peut trouver des microplastiques. Mais par exemple, ça peut aller une fois pendant un voyage que tu prends une bouteille, tu bois, mais toujours c'est le risque des plastiques. Mais pour les PFAS, je conseille les gens de prendre leurs bouteilles d'eau, des bouteilles d'eau euh, qui contiennent des filtres. Il y a beaucoup de marques. Je prends l'exemple Brita. On prend l'exemple de Brita. Il y a des bouteilles d'eau qu'on peut le transporter chaque jour avec nous au travail, à l'école et tout. Mais aussi à la maison, on peut utiliser celui-là et limiter notre exposition. Mais il faut vraiment trouver une solution pour les filtres en charbon qu'on jette dans les poubelles pour que ça soit pour qu'on n'essaie pas de salir ou d'introduire ces PFAS dans l'environnement encore une autre fois. Et c'est vraiment, il faut trouver une solution. Je ne sais pas c'est quoi. C'est sûr que les autorités, ils sont en train de réfléchir sur des projets. Par exemple, ici au Canada, l'utilisation du charbon actif est numéro un pour, pour la, pour la dépollution de l'eau qui contient les PFAS. Mais c'est vraiment difficile de voir c'est quoi la solution concrète. Donc, j'espère qu'un jour, ici au Canada, on peut euh, utiliser une technologie qui est assez propre et qui est assez, qui, qui est énergie, en termes d'énergie, elle n'est pas assez euh, chère et du coup, on va faire la balance. Sinon, jusqu'à maintenant, utiliser les filtres en charbon actif à la maison,
buvez de l'eau qui est propre et de préférence être loin de l'eau commerciale qu'on peut trouver dans des bouteilles en plastique. Il n'y a pas de souci. J'ai un petit résumé à proposer à nos internautes pour un peu appuyer ce que notre collègue a eu à exposer. Il faut noter que les PFAS là font partie des perfluorés. Les perfluorés sont une grande famille ou une grande classe de perturbateurs endocriniens. Et entre-temps, elle parlait de polluants organiques persistants. Pourquoi ce terme? Parce que nous avons au niveau des perfluorés, qui sont les PFAS, une combinaison entre le carbone et le soufre. Donc, cette combinaison entre le carbone et le soufre les permet d'être stables. Et entre-temps aussi, elle a fait cas de l'interférence des perfluorés, à savoir les FAS, les PFOS, les PFOA, sur l'organisme de façon générale. Et il faut retenir qu'au sein de l'organisme, nous avons 6 axes hormonaux principaux. Nous avons l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien. Ça veut dire qu'on aura l'effet sur la glande thyroïde. L'axe hypothalamo-hypophyso-mammaire, l'effet sur les glandes mammaires. L'axe hypothalamo-hypophyso-hépatique, l'effet sur le foie. L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, c'est-à-dire les effets aussi sur la glande surrénale. L'axe hypothalamo-hypophyso-rénal, les effets sur les reins. Et enfin maintenant, l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, c'est-à-dire leurs effets sur les organes sexuels. Il faut noter aussi qu'en ce qui concerne l'exposition, nous avons plus une fenêtre d'exposition fatale qu'on appelle les 1000 premiers jours de l'enfant ou du bébé, sans oublier aussi la gestation. Donc, durant ces 1000 premiers jours, surtout durant la gestation, l'organisme de la maman permet la mise en place de façon coordonnée et ordonnée des différents organes du bébé. Donc, une interférence durant la grossesse peut entraîner aussi des effets qu'on pourrait ressentir à l'âge adulte. À ce niveau-là, on parle des maladies du DOAD, l'origine des maladies développementales et de la santé. Et enfin, ce que je voulais aussi attirer l'attention, il s'agit aussi de la vieillesse. Pourquoi la vieillesse? Avec le vieillissement du système hormonal, les vieillards aussi sont plus exposés aux PFAS. Voici à peu près ce que j'avais à dire. Merci bien. Merci Babado et merci beaucoup Ella pour l'animation de ce balado sur les PFAS. Alors, petite nouveauté pour la saison 2025 de nos épisodes, on veut vous inviter à nos éditeurs à répondre à une question quiz, le quiz Perturbation. Donc, on va vous poser une question sur le sujet d'aujourd'hui qui ne sera pas répondue aujourd'hui. On va plutôt vous donner la réponse au prochain épisode. Ça vous donne le temps de nous réécouter ou de faire vos recherches pour essayer de répondre à la question. Donc, Ella, quelle est la question du jour? Donc, la question pour notre public, c'est est-ce que c'est pourquoi les PFAS sont parfois appelés des polluants éternels? Dites-nous pourquoi. Alors, vous pouvez répondre de votre côté, vous le notez, nous l'écrire également si le cas vous en dit. Donc, on vous remercie encore une fois d'avoir écouté Perturbation, le balado sur les perturbateurs endocriniens et leurs effets. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube du SIAP, sur notre chaîne Twitch et maintenant en version audio sur la plateforme Spotify. Vous pouvez nous laisser un commentaire ou une évaluation, ça fait toujours plaisir et ça aide notre balado à se faire connaître. D'ailleurs, petite mention spéciale pour toute l'équipe du balado, car notre projet a remporté le lauréat régional du concours Oser entreprendre au Québec et a même été sélectionné comme candidat pour le lauréat national qui va être révélé la semaine prochaine. On se croise les doigts. Alors, on se dit à la prochaine. On vous parlera d'un nouveau sujet, probablement le mois prochain. On vous tient au courant.
Et entre-temps, si vous avez de nouvelles questions à nous poser, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, merci à tous. Merci Ella, merci Zabado, Marie-Caroline et Coralie. Et on vous souhaite une excellente journée. Bye bye.